Ce soir, nous parlons de la dynamique migratoire au sein de l'espace politique dans notre pays, le Bénin, avec la réforme du système partisan et le code électoral, la formation des blocs politiques, aussi bien dans le camp de la mouvance que dans l'opposition, des dissolutions, fusions, alliances, pertes d'effigie, logos et autres symboles propres aux partis politiques, des options difficiles à faire par endroit. Quelles seront les implications de la formation des grands ensembles sur le jeu électoral et quel doit être désormais le rôle du citoyen électeur dans le nouveau contexte? Quelles sont les chances des blocs en présence? On en discute ce soir avec Antoine Chakran. Vous êtes docteur en sciences politiques, enseignant de sociologie politique à l'UAC. Bonsoir. Bonsoir. Vigile Larancet, bonsoir à vous. Bonsoir Joël Tchogbe, bonsoir à tous. Alphonse Moïse Souré, vous êtes également là ce soir. Bonsoir. Bonsoir à vous Joël et bonsoir à tous. Alors, docteur Antoine Chakran, d'abord, la réforme du système partisan, notamment qui recommande la formation de grands ensembles politiques au lieu des partis étriqués, des partis émiettés. Votre lecture? Écoutez, lorsque j'ai lu tous les documents justement qui interprètent aujourd'hui le jeu politique au Bénin, j'ai tendance à croire que notre pays, en tout cas, évolue vers une nouvelle dynamique. Vous savez, les grandes puissances, les grands pays aussi sont passés par là. On peut dire que c'est une innovation à l'actif de notre pays, le Bénin. Déjà en 1990, on a étonné le monde, surtout l'Afrique, par un système démocratique. Aujourd'hui, encore le Bénin aspire à plus de prouesses en termes de formation des enjeux politiques, des ensembles politiques au Bénin. C'est aussi, il y a je dirais, une prouesse à l'actif de notre système démocratique. Mais ce qui est en tout cas le plus intéressant, c'est de voir comment ces partis-là, en tout cas ces ensembles-là vont en tout cas fonctionner pour animer la vie politique nationale. Par le passé, lorsque vous avez une idée donc, de notre histoire politique, on a tendance, en tout cas, surtout depuis les années 60, le Bénin n'a pas su, en tout cas, s'identifier dans la logique des grands ensembles politiques. En 1990, avec le multipartisme intégral, on se disait, bon, c'est vrai, maintenant c'est venu, les enjeux démocratiques, et qu'on pourrait maintenant se relancer dans la dynamique de développement. Mais avec la lecture qui est faite aujourd'hui, on se dit, mais malgré cette dynamique-là de renouveau démocratique, les partis politiques ne sont pas homogènes. Alors il est grand temps là, donc qu'on les mette ensemble, qu'on les fusionne pour donner un nouvel élan plus cohérent à la gouvernance interne. 1 et 2, faire en sorte qu'à long terme, notre pays puisse se situer dans la logique du développement. Alors, monsieur Antoine Chakran, est-ce que vous pensez, vous parlez d'homogénéité au sein des partis, vous n'avez pas trouvé cela depuis 1990. Est-ce que cette absence-là d'homogénéité dont vous parlez avait des effets nocifs sur le progrès du pays? Écoutez, nous avons évolué par le passé sur ce que j'ai pu qualifier donc, de la logique du fils du terroir. Vous avez les moyens politiques, en tout cas les moyens financiers, pardon, vous êtes capable donc de créer votre parti politique, de l'animer comme vous voulez. Ou soit vous êtes déçu par en tout cas un leader politique, un chef d'État, vous vous retrouvez chez vous, votre village, de Maningri, de Bassila, vous créez en tout cas votre parti politique et vous l'animez comme vous voulez. Aujourd'hui, il faut maintenant canaliser tout. Faire en sorte que la logique du terroir ne prône plus sur les vraies valeurs démocratiques qui fondent un État de droit. Donc moi je crois qu'à ce niveau-là, c'est une prouesse démocratique. C'est vrai, à long terme, on verra comment cette dynamisation-là des enjeux politiques permettra à notre pays, le Bénin, de pouvoir, en tout cas, sceller les bases d'un décollage qui fusionnerait davantage les modalités de développement. Vigilance, désormais, plus de partis de rue, de quartiers, de maisons. Le ton a été donné, le chef de l'État a appelé donc de tous ses voeux cette réforme-là, c'est consommé. Votre lecture? Non, il faut dire que le tableau, n'est-ce pas, de profusion de partis politiques, ce n'est que la conséquence de cette option d'abord, cette option historique qu'on a faite à l'issue de la conférence nationale, l'option de multipartisme intégral. L'option elle-même, conséquence, n'est-ce pas, de notre histoire, de ce moment-là, l'histoire donc du Bénin de 72 à 90, avec notamment le parti unique
et ses conséquences, n'est-ce pas? Je parlerai d'une option, un peu d'émotion. Enfin, vous voyez, c'était l'épiphanie, on se libérait, et donc il fallait le multipartisme intégral pour dire jamais au parti unique ce qu'on avait vécu juste là. Donc, la conséquence, quand on dit multipartisme intégral, ce n'est pas pour autant canalisé. Et qu'est-ce que vous avez vu? Plusieurs générations de partis politiques. D'abord, en 90, c'était à la fin de la conférence nationale, c'était une profusion. Vous vous rappelez de ces partis qui avaient été créés par les leaders naissants à l'époque. Le PRD, ça date de ce temps-là. Le PRD, ça date de ce temps-là. L'UTR, puis la Renaissance du Bénin, un peu plus, 92, etc., etc. Et bon, on est ainsi parti. Et des divisions ont commencé par naître. Et des sous-partis ont commencé aussi par naître. C'est la génération du MADEP, par exemple, un peu plus récent, 98-99. C'est la génération de Restaurer l'espoir, un peu plus récent encore, l'autre partie de Quenom, pour rester qu'à la Renaissance du Bénin. Bon, partant toujours, les populations commençaient par se dire, bon, voilà, ceux-là qui ont des leaders dans leur localité, c'est ces localités-là qui sont mieux promus, c'est les fils de ces localités-là qui sont ministres, députés, etc. Donc, chacun a commencé par avoir cette envie aussi d'avoir un parti. Donc, disons, ce système, effectivement, a montré ses limites. Le système, l'option du multipartisme intégral a montré ses limites. Mais alors, la grosse faiblesse à la réforme, que pour la plupart des Béninois approuvent, la nécessité de réforme, j'allais dire, de réformer le multipartisme intégral. La grosse faiblesse, cette fois-ci, a été, n'est-ce pas, la manière dont on y est allé. Oui, le docteur Chakran approuve, mais les experts ont-ils été approchés, par exemple, pour ce genre de réforme? Ah oui, c'est comme ça. Les acteurs, ça ne peut pas rester seulement une histoire des acteurs. On n'y est pas allé ainsi. Et donc, vous avez l'impression, la grosse faiblesse cette fois-ci, c'est que c'est une idée née dans la tête de quelqu'un qui a fait adopter ça à des acteurs qui, presque dans une certaine arrogance, n'est-ce pas, l'ont imposé au reste. Donc, quelle que soit la bonne intention, n'est-ce pas, quel que soit le bien fondé d'une telle réforme, ça a peu de chances d'aboutir. Et c'est malheureusement ce à quoi on a assisté. Parce que quand vous le faites ainsi, vous ne dépoussiérez pas l'idée, hein, le bébé de tout ce que ça peut avoir comme déchets. Et ça comporte bien des déchets. Ça, c'est pour rester seulement au système partisan avec des... je parlais de poussière, du genre, il faut 15 personnes par commune à la naissance déjà. Donc, il faut naître avec des dents. Vous voyez? Oui, on veut, n'est-ce pas, de grands rassemblements, mais en même temps, est-ce que c'est le mot pour y aller, pour réussir? Et ça, ce n'est qu'un seul. Vous avez des dents contre la procédure observée pour aboutir donc à la réforme. Alors, Alphonse Moïse Soudé également, nous sommes d'accord sur le diagnostic qui est posé. Les partis, l'émiettement des partis politiques au Bénin depuis 1990 avec le multipartisme intégral n'a pas apporté le développement. Le docteur l'a rappelé tout à l'heure. Est-ce que, in fine, la solution aujourd'hui n'est pas efficace? Non, c'est une mauvaise solution. Honnêtement, c'est une mauvaise solution parce que on est en train de forcer la main aux hommes politiques. Cette réforme devait être de façon progressive. On vient de voter là-bas. Vous y mettez quoi? Non, tel qu'on a précipité les choses, ce n'est pas évident que nous ayons les résultats escomptés. Je vais vous dire, les grands ensembles n'empêcheront pas le vote pour le fils du terroir. Parce qu'il y a un problème de leader. Vous ne pouvez pas parachuter dans la région de quelqu'un un autre candidat. Ce n'est pas possible, ça ne passera pas. Il faut d'abord étudier la sociologie du pays. On ne se lève pas pour dire, ok, nous allons fusionner. D'abord, au niveau des grands ensembles, il y aura un problème de leadership. Il y aura un problème de leadership parce que quand on va fusionner les petits partis, comme on le dit, mais les partis en grands ensembles,
qui sera responsable. Vous avez vu, quand vous prenez un peu le schéma de l'Union fait la nation, vous avez vu comment ça a évolué. L'Union fait la nation avait voulu mettre ensemble un grand regroupement, mais qu'est-ce qui se passe? Après les élections, chaque parti retrouvait son identité. Et c'est quand les élections s'approchent qu'on retrouve l'Union fait la nation. Donc, je suis d'accord pour la réforme, mais on devait aller de façon progressive. Parce qu'aujourd'hui, de ce jour au jour des élections législatives, on a combien de mois? Et d'abord, pour aller vers les grands ensembles, il faut refondre les textes. Il faut refondre les textes, il faut revoir l'organisation des partis. Mais maintenant, vous demandez à des gens de se mettre ensemble de façon circonstancielle. Parce que faut former les ensembles. Vous imaginez que je prends deux partis où il y a deux leaders, par exemple à Porto Novo. Quand vous formez le grand ensemble, qui sera le premier, qui sera le deuxième? Il y aura problème. Ne demandez pas au PRD qui va faire partie d'un grand ensemble de ne pas positionner, mettre la deuxième comme tête de liste. Donc ça va poser un problème de leadership. Et ça n'empêche pas le vote du fils du terroir. Si vous commettez l'erreur d'envoyer dans une circonscription quelqu'un qui n'est pas originaire de ce milieu-là, on ne votera pas pour lui. C'est avec le temps, et c'est quand les grands ensembles vont être bien installés, que la théorie du fils du terroir va passer. Parce que quand vous allez faire campagne dans votre village, on dit ça c'est notre fils. Lui au moins on le connaît, on va voter pour lui. Mais quand vous parachetez quelqu'un d'autre là, il y aura un problème. Donc il y a beaucoup de problèmes à régler avant d'aller vers les grands ensembles. Pour les prochaines élections législatives, encore que la loi n'a pas encore été promulguée, on n'a pas encore vérifié la constitutionnalité de cette loi, on attend parce que ça, au niveau même des états-majors de partis, ça boudonne. Ça boudonne. On ne peut pas. On demande à des gens de sacrifier leur place. Eux qui, pendant longtemps, ont été maîtres dans leur zone, vous leur demandez maintenant de s'associer à d'autres personnes sans savoir si ces partis-là, entre eux, il y a d'abord harmonie. Parce que c'est au niveau des leaders. Il faudrait que les leaders s'entendent pour aller vers les grands ensemble. Mais nous allons scruter de les grands ensembles que nous aurons pour les zones de crise qui peuvent naître. Oui, Joël, les grands ensembles que nous aurons pour les prochaines élections, c'est les ensembles de circonstances. Alors, docteur Antoine Chakran, c'est vrai que quand nous écoutons Alphonse Moïse Soudé, la psychologie de l'électeur béninois reste inchangée malgré le cadre réglementaire qui est mis en place. Et puis, ça n'empêchera pas le fil du terroir d'être toujours en tête. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas d'insuffisance par rapport à cette solution-là qui a été définie? Et tout à l'heure, quand je prenais la parole, c'est là que peut-être mon ami d'enfance, Virgile et Alphonse, en tout cas, n'ont pas compris le sens de ce que je disais. J'ai dit qu'avec les ensembles, les grands blocs, c'est une prouesse à l'actif de la démocratie béninoise. Mais je ne suis pas allé dans les inconvénients, du moins. Les insuffisances, notamment, de la mesure. Les insuffisances. Il dit que c'est une prouesse en ce sens que notre pays fait le petit chemin, si on peut le dire ainsi, des grandes démocraties. Le Bénin évolue. Parce que d'autres pays sont passés par là. Si on parle par exemple du canon de Washington, des USA aujourd'hui, on parle des républicains, on parle des démocrates, il y a des petits partis internes. Même en France, par le passé, avec la droite et la gauche, il y a des petits partis en France. Il a dit que oui, notre pays évolue progressivement vers les grandes démocraties. Alors, en termes d'inconvénients, ça c'est autre chose. C'est là que Virginie, en tout cas, me prenait au mot. Oui, il faut justement que nous mesurons à fond, en tout cas, les tenants et les aboutissants d'une telle dynamique. Si nous voulons créer donc, des ensembles régionaux, en tout cas, des ensembles politiques, il faut aussi justement se dire qu'à long terme, quel est l'avenir de ces ensembles-là? Et c'est là justement que Alphonse parlait de manière de revenir sur les questions de la logique du terroir. Je suis totalement d'accord. Vous savez, je suis par exemple je suis du Nord et vous êtes du Sud et vous voulez venir en tout cas faire campagne chez moi, mais je dirais attention, je suis le fils de terroir, c'est normal. Mais d'une manière ou d'une autre, quels que soient donc, les griefs qui tournent autour, le Bénin a fait un pas positif en termes de démocratisation de son système en tout cas politique. Alors, pour revenir à la question que vous avez posée. Ouais. Vous savez, nous sommes tous des spécialistes à divers niveaux et nos lectures sont différentes. En tant que spécialiste dans les questions politiques, je peux vous dire que, quel que soit ce que nous disons, si nous voulons évoluer et que nous devons tenir compte, je dirais, de l'avis de tout le monde, le pays ne va jamais évoluer.
Oui, Alphonse parlait tout à l'heure, donc, disait qu'on n'a pas analysé à fond et la réforme aurait été brute, brusque notamment. Oui, je suis totalement d'accord. Mais si nous voulons que le pays en tout cas évolue, si nous voulons que le pays avance, si nous voulons que notre pays, en tout cas, je dirais, emboîte le pas aux nations émergentes, nous sommes tenus parfois d'aller par la brutalité. Et ça me rappelle justement une citation populaire dans le monde politique d'un grand politologue américain qui dit: tout système démocratique qui évolue en dents de scie est un système politique malade. Il faut parfois aller par la brutalité pour façonner les choses. Fin de citation, c'est Easton qui l'a dit. Pour dire quoi? Pour dire que je suis totalement d'accord que si nous devons travailler de façon brute, on peut avoir justement donc, des griefs qui vont compromettre un peu la dynamique homogène de notre pays. Mais vous savez aussi, docteur Antoine Chakran, que nous sommes là face à un système d'idéologie. Et quand nous parlons de cela, quand l'idéologie s'installe, c'est difficilement qu'on arrive à convertir cela. Mais est-ce que l'état brusque de la réforme est de nature à faciliter donc les choses? Sauf erreur de ma part, déjà par le passé, même sous Kérékou, les gens avaient parlé donc des grands ensembles politiques au Bénin. Yahya Bonnet est venu, j'étais encore à l'extérieur, c'est vrai, on a parlé donc des grands ensembles politiques. Peut-être avec Yahya Bonnet et avec Kérékou, ils n'ont pas eu ce courage politique-là d'aller à fond. C'est-à-dire de mettre sur la table pour dire attention, c'est terminé avec les partis politiques, en tout cas les micro-partis politiques. Talon est venu, il l'a fait. On peut dire que c'est brusque, mais c'est un sujet qui datait de plus de 20 ans aujourd'hui au Bénin. Donc, ce n'est pas à l'ère de Talon. Je n'ai rien contre Talon. Les acteurs politiques étaient déjà avertis. Que tôt ou tard, le requiem devait être consommé. Vous savez, depuis très longtemps, on a critiqué les micro-partis au Bénin. Il suffit donc d'avoir les moyens politiques, il a dit tout à l'heure, les moyens financiers, on se lève, on crée un parti politique. Dans toute démocratie qui se veut responsable, c'est inadmissible. C'est pas parce qu'on a les moyens qu'il faut créer un parti politique. Un parti politique qui d'abord aspire à des visions idéologiques, philosophiques. Aujourd'hui, prenez le cas du Bénin. À 90% des cas, en tout cas, c'est ma lecture personnelle, les partis politiques n'ont pas de vision, d'idéologie. Soit c'est pas vengeance, c'est le cas du Bénin, mais soyons honnêtes, c'est pas vengeance qu'on crée un parti politique. Donc je crois à mon humble avis que, oui, il y a donc des griefs, il y a donc des insuffisances, c'est vrai, on parle de la brutalité, mais il faut que cela vienne au Bénin pour que justement on dise trop c'est trop à ces émiettements-là qui, en tout cas, n'ont pas notre système démocratique. Alors concrètement, docteur Antoine Chakran, quelles sont les insuffisances que vous notez dans cette réforme-là? En termes d'insuffisance, bon, écoutez, je ne veux pas en parler trop en besogne, mais ce que c'est qu'à long terme, ça va créer les questions de leadership. Vous savez, notre pays, le Bénin, dit toujours mal le rôle de second plan. Quand on est, l'a dit tout à l'heure, Alphonse, vous êtes de Porte-Novo et que vous voulez vous positionner, vous avez toujours dit, attention, c'est chez moi et que par conséquent, je dois être à la tête de liste. Ça va créer donc des insuffisances à ce niveau-là, leadership. Qui va vouloir diriger? Qui va vouloir céder sa place? C'est vrai, les tests n'ont pas prévu cela. Mais je crois que ceux-là qui ont émis l'idée doivent savoir que, par le passé déjà, notre pays a connu des difficultés. Aujourd'hui encore, ces difficultés vont nous faire surface. Et tout à l'heure, je voulais revenir sur un aspect qui m'est arrivé en tête. Virgile disait que, par exemple, le lendemain de ces ensembles-là, par le passé, c'était des partis qui n'étaient pas cadrés par en tout cas, un code de conduite, en termes de loi. Aujourd'hui, ils sont maintenant quadrillés. C'est-à-dire que même si, à long terme, il y aura des grincements de dents internes, aucun micro-parti politique aujourd'hui ne peut se lever pour dire attention, je peux faire en tout cas la bataille toute seule. Donc par conséquent, il sera contraint donc, de s'allier à la cause interne. Mais un parti qui s'estime quand même assez représentatif sur le territoire peut aller aux élections. Au Bénin, vous en avez vu? Et des partis également peuvent refuser d'entrer dans des blocs. Alors, ils se disent à eux-mêmes. La loi n'est pas contraignante. Non, écoutez, à ce niveau-là, ils se disent à eux-mêmes. Si un parti dit, je ne veux pas rentrer dans un bloc, ils se le disent à eux-mêmes. Parce que, pourquoi je le dis? Si vous n'avez pas les moyens nécessaires d'intégrer un parti politique, mais si vous refusez d'intégrer un parti politique, ça veut dire que, vous faites ce qu'on appelle le hors-jeu dans le jeu politique. Vous n'aurez plus les moyens, en tout cas les chances de pouvoir être positionné. Il faut aussi le reconnaître. Donc, ce n'est pas une question dont tu ne veux pas, ou bien je veux. C'est une question d'obédience et de conviction interne. Des ensembles, en tout cas, créés aujourd'hui par ces blocs-là. Je reste avec vous, docteur. Voilà, je vais tout à l'heure vous donner la parole. Docteur Antoine Chakran. Alors, actuellement, les grands ensembles dont nous parlons,
il y a déjà des guéguerres autour des logos, de l'effigie, du symbole qu'on doit attribuer à ces partis politiques. Là déjà, la guerre de leadership qui s'éclate déjà. Est-ce que finalement, on ne revient pas au même, à la case départ? Puisque à l'intérieur, il y a toujours ces partis qui existent. Les dissolutions, il y a une résistance par rapport à ces dissolutions parfois. J'aime toujours faire dans mes analyses une analyse comparative. Si vous prenez par exemple le cas de Moscou, en Russie, ou bien des USA, il y a des grands ensembles politiques. Toujours dans ces grands ensembles, il y a des guerres de leadership. Toujours. C'est partout au monde. C'est pas propre au Bénin. Donc, la question de l'effigie, du logo, de qui sera positionné, même si aujourd'hui, on tape de plus sur la table que c'est ça qui va se positionner, on va toujours assister à des guerres de leadership. Donc, moi, je pense que ce n'est pas des sujets qui, aujourd'hui, devraient retenir l'attention des citoyens. Au contraire, si déjà nous sommes conscients que nous devons fusionner les forces pour de nouveaux défis politiques, nous sommes tenus à un moment donné de se sacrifier en partie pour donner, en tout cas pour la cause commune. Alphonse Moïsoudé, vous vouliez réagir un instant. Je voulais que notre invité nous dise voilà. La technique, voilà. Je voulais que l'invité nous dise quelle est la philosophie qui va sous-tendre chaque ensemble. Parce que vous ne pouvez pas mettre des gens ensemble sinon rien en commun. Vous ne pouvez pas imposer à des gens de se mettre ensemble si du point de vue philosophique. Mais on a imposé quoi à qui? Quand vous prenez le camp du pouvoir, écoutez, la difficulté... C'est deux blocs. Joël, deux blocs la difficulté ne va pas se poser au Chacun niveau... libre de choisir son bloc. Vigile, je dis vigile. Joël, la difficulté ne va pas se poser au niveau du pouvoir. Le chef de l'État va prendre en main le contrôle. Il va finalement imposer cette entente-là au niveau du bloc qui soutient le régime en place. Si vous n'êtes pas d'accord, vous perdez. Mais au niveau de l'opposition, par exemple, au niveau des autres blocs, pour qu'on se mette ensemble, il faut qu'on ait quelque chose en commun. Et c'est pourquoi je dis, nous devions, tout le monde, nous sommes d'accord pour la réforme, mais nous devons aller de façon progressive. Parce que, quand on parle, est-ce que avant les élections prochaines, ces grands ensembles-là auraient déjà élaboré leur code de conduite? Est-ce qu'au niveau de ces grands ensembles-là, on aurait déjà changé le règlement intérieur? Est-ce qu'au niveau de ces grands ensembles-là, on aurait déjà choisi un logo? Parce que je dis, on ne peut pas aller vers cette réforme-là sans tenir compte de la sociologie, sans tenir compte... Il y a question de culture. Parce que je constate que les grands ensembles vont se former d'abord par région, qu'on le veuille ou non. Les grands ensembles vont se former par région. Et on ne peut pas empêcher le fils du terroir de s'imposer. Et là, donc vous y trouvez des relents régionalistes. Ça va arriver. Et deuxième chose, ça risque de devenir de la plutocratie. Parce que dans ces grands ensembles-là, c'est ceux qui ont l'argent qui auront voix au chapitre. J'ai beau être intelligent, j'ai beau être fin stratège. Si je n'ai pas l'argent, je ne serai rien dans ce grand ensemble-là. Et c'est l'un des graves dangers. Parce qu'on m'a dit, écoutez, c'est lui qui a l'argent. C'est lui qui décide. Par conséquent, c'est peut-être lui qu'on va mettre... Mais il n'y a pas que l'argent, il y a également le poids politique. Quand nous prenons par exemple le PRD, vous connaissez qui a su négocier, Joël, est-ce que vous connaissez aujourd'hui un parti politique? Est-ce que vous connaissez aujourd'hui un parti politique qui a un poids politique sans argent? Est-ce que vous en connaissez au Bénin? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que les populations ne votent pas à partir d'un programme. Les populations ne votent pas à partir d'une vision, mais les populations votent pour le plus offrant. Donc c'est pourquoi je dis, nous devons aller de façon progressive. Tout le monde est d'accord pour la réforme, mais nous devons aller progressivement. C'est pourquoi je demande à notre invité de nous dire quelle est la philosophie sur laquelle vont se baser les grands ensembles. Alors, vous répondez rapidement avant que je ne pose la question à Vigile Avancé. Écoutez, en termes de philosophie politique, c'est un peu délicat. Vous savez, parce que notre pays, tu l'as dit, n'a pas la culture de la démocratie, en tout cas ancrée dans les mœurs. Nous n'avons pas ça au Bénin. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas cette culture démocratique qu'il faut quand même pas casser encore les œufs et avoir l'omelette. Je suis d'accord, vous parlez de philosophie politique. Lorsque les partis décident de se mettre ensemble, ce n'est pas par contrainte. Ce n'est pas intérêt politique. D'accord. Lorsque vous voulez vous engager par intérêt politique, vous avez une feuille de route, une feuille de conduite, qui justement vous unit. Si par exemple Pierre décide d'aller avec Dynamique Unité, par exemple,
c'est que le PRD a su déjà travailler les tenants et les aboutissants de sa vision politique, avec justement la dynamique unitaire. Là, déjà, on peut dire qu'il y a déjà une sorte de fusion d'ambition. Et qui, par d'ambition politique, déjà, va vers ce qu'on appelle la trajectoire de la philosophie politique. Il y a d'ailleurs des rencontres internes qui se passent. Parties qui sont organisées pour se mettre d'accord sur les choix à opérer. Alors, c'est clair. Quand on parle de philosophie politique, il faut partir de là. Les enjeux communs, les intérêts communs. Et à partir de l'intérêt commun, un enjeu politique commun, on peut identifier la logique de la philosophie politique. Vigile Avancé, sur la question des insuffisances, nous savons que je vais rester collé au mouvement de résistance déjà par rapport aux fusions. Nous avons le cas de l'UDBN de Claudine Prudencio par exemple, qui a marqué son adhésion à dynamique, au bloc donc de la dynamique unitaire. En cours de semaine, nous avons eu des jeunes, une frange des jeunes qui sort et qui dit nous ne nous reconnaissons pas à travers donc, ce choix. Est-ce que ce ne sont pas déjà des signes avant-coureurs de l'effondrement au sein des Pour moi, c'est l'une des conséquences, n'est-ce pas, des insuffisances de la réforme en elle-même. Je le disais, je reviens là-dessus, parce que, encore une fois, il s'agit d'une matière politique. La matière politique, c'est quoi? C'est une matière à suspicion par excellence. Et n'ayant pas pris le temps de faire les choses comme il faut, n'ayant pas fait de grandes consultations autour, ça donne l'impression, et sonder un peu l'opinion vous dira, ça donne l'impression que toutes ces réformes opérées sont opérées pour les acteurs qui le font. Les 10% sont taillés pour le BNP et alliés. Les grands ensembles, c'est pour eux. Tout ce qui est fait pour eux contre les autres. Quand c'est comme ça, rapport de force. En politique, si c'est les autres, la minorité qui gagne, si c'est l'opposition qui gagne, la loisir à remettre en cause tout cela. Même le code électoral, il n'est pas impossible qu'il soit remis en cause à partir des statuts de 2019. Ces histoires de caution de 250 millions, de 200 millions, sans consultation, sans adhésion du peuple, ne serait que des acteurs. Même à l'Assemblée nationale, les députés ont été surpris par cela. Donc, quand vous y allez, vous opérez des réformes de cette manière-là, quelles que soient les belles intentions, ça meurt très vite. Et on est obligé de recommencer. C'est ce que je soulignais, donc, c'est les insuffisances sur lesquelles... Donc, la procédure biaisée détient sur les résultats. Moi qui ai une certaine expérience, n'est-ce pas, des réformes à l'Assemblée nationale, quand il y a de ces grandes réformes-là, la tradition veut que les députés aillent dans la sous-région, dans les pays qui ont opéré, qui ont emprunté le même chemin, qui voient, n'est-ce pas, l'expérience de ces personnes-là, qu'ils les mettent les unes à côté des autres et qu'ils fassent un choix. Qu'à l'interne, qu'on puisse consulter les acteurs concernés, qu'on puisse consulter les experts, les techniciens du domaine. Mais pourquoi cette fois-ci, ça n'a pas été le cas? Et rien que cette pratique, ce mode-là de fonctionnement, d'opération, n'est-ce pas, de la réforme, montre que, eh bien, ça peut être suspect. Et suspect, je dis encore une fois, en politique, c'est la matière par excellence de la suspicion. Voyez. Avant. Non, écoutez, je suis ça fait un peu sourire le docteur, hein, le politologue dans ce studio. Vous savez, vous voulez réagir rapidement? Oui, vous savez, ce que disait tout à l'heure Virgile, je suis totalement d'avis qu'il faut consulter les spécialistes à dehors de vous, les experts, pour en tout cas tenir compte de leur avis, leur opinion. Même les acteurs. Même les acteurs. Mais vous êtes dans un studio, rien ne nous dit, en tout cas les preuves concrètes que ceux-là qui ont en tout cas avancé l'idée n'ont pas tenu compte donc de leur avis. Oh, je suis désolé, nous sommes journalistes, nous sommes observateurs. Ah d'accord, vous êtes observateurs. S'il y en avait eu, c'est nous qui vous aurions informé par exemple. D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais vous saviez qu'il y a eu ce séminaire parlementaire d'une journée ou bien à peu près sur la question. Une demi-journée. Il y a eu des propositions qui ont été faites, mais par la suite, dans le document final, soit les chiffres en termes de fonds ont été gonflés, les gens ne se reconnaissaient pas forcément dedans. Là où, si vous me permettez, un exemple, oui. La caution. La caution à l'hôtel Azalaï pour la seule consultation, on va dire, début de consultation, une journée, la proposition c'était 50 millions. Les acteurs, ceux qui étaient présents, n'étaient déjà pas d'accord, notamment la société civile par exemple. 50 millions, c'était déjà trop. Au finish,
On est passé à 249. Vous savez, je suis totalement d'accord que quand on parle de réforme pour la vitalité d'un pays, d'un système démocratique, il faut toujours la consultation, la concertation. J'aurais voulu, moi-même quand j'ai lu en tout cas le nouveau code électoral, je me suis dit, ce n'est pas totalement mûri. En tant qu'observateur politique, en tant que spécialiste, ce n'est pas totalement mûri parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes face à 3 blocs dans le jeu politique au Bénin. Il y a ce qu'on appelle la mouvance, il y a l'opposition et il y a la société civile. On aurait pu, d'accord, comme une petite conférence, faire asseoir les ténors à divers niveaux, qu'on réfléchisse sur, en tout cas, les inconvénients, les avantages d'une telle procédure. Ça n'a pas été fait. Les 3 blocs ont été conviés à Zalaï Hotel. Bon, c'est voilà ce que nous disions il y a un instant. Oui, ils sont conviés, mais est-ce qu'ils se sont entendus? C'est le problème. On a peut-être tendance à croire que bon, il y a un déséquilibre de la balance. Le cas, la mouvance a peut-être pu peser sur les choses, parce que justement, détenant l'arsenal administratif et constitutionnel. Mais je dis, même si on n'a pas eu d'entente au niveau de ces 3 formations-là, de ces 3 blocs-là, il faut justement que nous assistons à des réformes internes pour recadrer le système électoral au Bénin. Vous approuvez un coup de force en matière de réforme? Lorsque la réforme n'est pas consensuelle, est-ce que vous approuvez un coup de force en matière de réforme? C'est normal. Le pouvoir, justement, a dominé. Est-ce que le pouvoir, pour vous, la démocratie, pour vous, c'est forcément des impositions d'une majorité sur une minorité? Je n'ai pas dit ça. Écoutez, si je dis que je suis plus spécialiste dans les questions politiques. Non, je n'ai pas dit ça. Non, mais j'ai du mal à vous suivre, monsieur Antoine Chakran. Non, en fait, j'ai dit... Puisque ici, la réforme, vous avez dit, il faut qu'on ait des réformes à un moment ou à un autre. Maintenant, le consensus n'a pas été trouvé. Mais la réforme a été mise en œuvre. Oui, c'est tous unanime qu'il faut que le Bénin évolue en tout cas sur un tel chantier. Alors, il faut que la force revienne justement à la mouvance de l'imposer. Alors, quel référentiel vous avez pour certifier que tous nous sommes d'accord sur les réformes, les éléments spécifiques qui ont été consignés dans le document final? En fait, je n'ai pas de preuves concrètes pour en tout cas disponible à mon niveau. Mais ce que je sais, c'est que la réforme a été votée au Parlement, plus dans la majorité dans des cas. C'est-à-dire que, de manière ou d'une autre, les représentations ont accepté. La majorité, c'est le pouvoir. Mais c'est vous qui le dites. Non, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a 62 députés qui soutiennent le pouvoir. L'Assemblée compte 83 députés en temps réel. Ce sont 2 sont du côté du pouvoir. Écoutez, c'est une question d'opinion publique. Et l'opinion publique, selon vous, est allée dans ce sens? L'opinion publique, selon vous? Moi, j'ai échangé avec plusieurs personnes, même universitaires. Et beaucoup m'ont dit qu'ils approuvent le code électoral. Mais dans le même temps, même dans le même monde de l'université, je vais vous prendre au compte-pied rapidement. Nous avons lu la lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, venant donc d'un éminent professeur agrégé de droit, spécialiste de la matière constitutionnelle notamment, Joël Aïvo, qui a fustigé des lois drones notamment. Mais écoutez, entre spécialistes des questions politiques, entre ambition politique et conviction politique, c'est des mondes différents. Aïvo peut-être justement sur la posture de constitutionnaliste pour en tout cas évoquer la question des réformes. Mais dans l'entendement politique, dans la conception politique, nous sommes tous d'accord qu'il faut des réformes de genre. Oui, mais tout le monde est d'accord. Mais comment on y va? Il a dit tantôt, c'est vrai qu'il y a là quelques grincements de dents. Mais ça fausse tout, justement, M. Chakran. Ça fausse tout. À quel niveau? Ah oui, mais quand vous avez opéré des réformes de cette manière-là, en l'imposant, quand on a fait la consultation, encore que ce qui s'est passé à Zalaï, moi, je n'appelle pas ça une consultation. Vous appelez ça comment? Ce qui a eu cours juste là, le Bénin, ça n'a pas, tout au moins la démocratie béninoise, ça n'a pas 10 ans. Hein. On a observé, même, rappelez-vous ici les débats sur la Constitution. Quand on a fini de faire la consultation, on dessine les schémas. 2 schémas qui s'opposent, ou 3 schémas qui s'opposent, et là-dessus, on en discute. Que ce soit dans les médias, que ce soit dans d'autres forats, on discute, on fait un débat d'idées, on cherche l'adhésion. Si on avait cherché l'adhésion, le BMP peut s'imposer à l'Assemblée, par la suite, on s'en fout. Mais le débat se fait, on tire, n'est-ce pas, de ce que on dit les uns et les autres, du bien qu'on a pu, et on améliore. Il n'y a pas d'idéal, on ne va pas rêver non plus à ce qu'on parvienne à un meilleur texte, mais quand vous ne l'avez pas fait, je dis encore une fois, ça fausse tout, parce qu'on croit que vous l'avez imposé, parce que c'est vos intérêts qui sont en jeu, c'est ce qui vous permet aujourd'hui de trancher, de sortir la tête.
Et là, dans quelques années, quelques mois, on recommence tout. Alphonse Moïse Soudé, visiblement, on ne trouve pas le consensus sur ce plateau autour de la procédure, notamment. Non, la procédure n'est pas bonne. Je vais vous dire, vous savez, qui sont ceux qui font la politique? C'est la base. Les autres sont sommés quand il y a campagne, c'est la base. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans certains milieux, il y a de l'agressivité en temps de campagne. Il y a des camps qui sont opposés. Il y a des familles qui sont divisées. Et vous demandez à ceux-là de se mettre ensemble sans concertation préalable. Et moi je dis, le temps qui nous reste, on ne pourra pas former les grands ensembles. Parce qu'il y a des clivages qu'il faut dissiper. Mais l'agenda politique est très avancé, hein, sur votre discours. Non, nous avons déjà les deux blocs nous avons déjà... Ça, c'est... Je suis sûr que du côté de l'opposition, également, vous savez, les blocs sont en discussion. Les blocs sont en discussion, ça c'est de façon théorique. Moi, je parle de façon concrète sur le terrain. Vous savez, il y a déjà au niveau de certains regroupements des gens qui disent « nous ne sommes pas d'accord ». Ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas recueilli leurs avis. Et c'est pourquoi je dis, on est en train d'encourager là de la plutocratie. Si j'ai l'argent, écoutez, vous êtes candidat, vous voulez être candidat sur la liste de votre parti, on dit le député c'est 3 millions. Vous n'avez pas les 3 millions. Vous avez beau être le plus illuminé, le plus éclairé de votre parti, si vous ne pouvez pas débourser les 3 millions, quelqu'un d'autre, fut-il un cancre, prendra votre place. Ça veut dire quoi? Qu'au niveau des partis, on est en train de promouvoir le règne de l'argent. Parce qu'on dit, pour être sur la liste, tu débourses tes 3 millions. Voilà que je suis jeune, j'ai pas 3 millions. Mais mon concurrent direct, il a suffisamment d'argent, il présente les 3 millions, me dit, vous, mettez-vous de côté, lui là, les 3 millions, il est sur la liste. Ça veut dire que ça va poser des problèmes. Moi, je dis, personne n'est contre la réforme des grands ensembles, mais il faut aller de façon progressive. Il faut dissiper les zones d'ombre pour que cela puisse être accepté par la base, parce que ce n'est pas le sommet qui fait la politique. Quand on commence la campagne, vous voyez ceux qui font la campagne, ce sont la plupart du temps les jeunes, mais malheureusement ceux-là n'ont pas été consultés. Si vous permettez, Joël, je crois que la cause qui s'observe aujourd'hui, ce n'est que la conséquence du contexte légal. La loi impose, n'est-ce pas, qu'on se mette ensemble et on s'attrape et on va aux élections. Si les gens courent aujourd'hui, c'est d'abord à cause des 10%. Vous avez parlé du PRD, vous avez parlé de dynamique unitaire. Si les gens courent et se marient de force, c'est d'abord à cause des 10%. Ah, vous parlez de mariage forcé. Oui, c'est l'instinct de survie d'abord qui fait courir les uns et les autres. Dynamique unitaire et PRD, a priori, n'avaient rien en commun. S'ils avaient quelque chose en commun, le mariage aurait été célébré dès le premier jour. Le PRD serait entré dans dynamique unitaire depuis le premier jour. On a fait le calcul arithmétique simple, 10%. Nous sommes ensemble, PRD, dynamique unitaire, l'autre bloc progressiste, on devient encore plus gros qu'eux. C'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce que vous voyez? Quand vous avez parlé de bloc, par rapport à la réforme, quand je dis au docteur Chakran qu'on est trop vite allé en besogne, qu'on n'a pas pris les précautions et que tout va rapidement être remis en cause. Quelle est la différence entre bloc et alliance? Quelle est la différence entre ce qui s'observe aujourd'hui et ce qui s'observait à la veille des autres élections? Qu'est-ce qui oblige le PRD à rester ensemble avec dynamique unitaire au lendemain des législatives? Le docteur a été clair, il s'agit des jeux d'intérêt. Mais c'est ça. Politique. Donc après ça, ne cherchez pas la philosophie politique derrière. Si la philosophie politique, c'est les jeux d'intérêt, on n'a pas évolué. On n'a pas abouti, la réforme n'a pas abouti. Parce que quand les intérêts ne seront plus les mêmes, les élections étant passées, on ayant été élu à l'Assemblée nationale, on a atteint l'objectif. Adieu le mariage. Le divorce sera consommé. C'est consacré. Donc, pourquoi cela? Parce qu'on n'a pas bien pensé la réforme. Parce qu'on a pensé évoluer, mais en fait, on a tourné en rond. Alors, docteur Antoine Chakran, politologue, alors, les grands ensembles auront quel type d'impact sur les performances d'un point de vue de scrutin, de suffrage pour les élections? Oui, vous savez, ça dépendra bien évidemment du positionnement des candidats. Si les candidats sont bien positionnés, c'est-à-dire que si les leaders, les faiseurs d'opinion sont bien positionnés sur les listes, de manière ou d'une autre, il aura un impact. C'est là que je disais à mon ami Alphonse que ce n'est pas parce qu'on parle des blocs
que la question, bien la guerre, de facto, va se déclencher sur les questions de logique du terroir. Si on a un bloc, je prends la dynamique unitaire par exemple, ce qui est sûr, il y a des positionnements des leaders de chaque zone. C'est une élection législative. Dynamique unitaire qui est essentiellement consacrée dans la région nord du pays. Le PRD est dans la zone sud. Et le PRD a un poids politique au Bénin. Le PRD, par le passé, faisait la force politique de Bénin, d'une manière ou d'une autre. Donc, il aura, c'est vrai, un mariage difficile, a priori, parce que justement, les ambitions par le passé n'étaient pas les mêmes. Mais aujourd'hui, en termes de positionnement, si nous voulons que ces partis, en tout cas ces ensembles-là, impactent le Bénin, avec les citoyens à la base, c'est que ça dépend des positionnements. C'est là que moi j'ai dit, quand j'ai lu la lecture, quand j'ai fait la lecture de ce bloc-là, c'est vrai, il a dit que c'est des prouesses, il a dit tantôt que c'est des prouesses, mais chaque médaille a toujours deux faces. Arriver à mettre un parti du Sud avec des partis du Nord. A priori, on peut dire, n'oubliez pas que par le passé, on a connu des difficultés à ce niveau-là. Je l'ai dit tantôt, quand je faisais une brève historique, il a dit que notre pays, le Bénin, a évolué. Pourquoi? Parce que entre 60 et 70, n'oubliez pas, c'est des partis purement régionalistes qu'on avait créés au Bénin. Au centre, c'était à Omadegbe. Dans la zone sud, c'était à Piti. Au nord, c'était Maga. Aujourd'hui, si un parti du Nord et un parti du Sud se mettent ensemble, on peut dire que c'est une prouesse démocratique. On essaie de surmonter un peu la logique du terroir pour dire que nous sommes désormais dans une dynamique de la nation tout entière. C'est le Bénin qui est en jeu là, et non une région du pays. Je suis totalement d'accord. Alphonse l'a dit. Quelles que soient les circonstances, c'est vrai que le jeu va encore revenir. Hein. Je suis du Nord, je suis du Sud. Mais si les positionnements sont bien faits, bien calculés, ce ferait de ma part, il n'aurait quand même pas de difficulté à ce niveau-là. Mais les micro-partis, c'est vrai, vont souffrir. Ça, c'est clair. Parce que les ténors, on va dire que c'est nous qui allons nous positionner d'abord. Mais si, au niveau des blocs, il y a un consensus de base, je crois que le problème ne se poserait pas. Entre les blocs et les alliances, il y a la différence? Quelle différence êtes-vous? Mais écoutez, par le passé, on a parlé d'alliances, j'allais arriver, Vigile a tout à l'heure soulevé. On se lève et on se dit, écoutez, on a donc des ambitions politiques, on a des intérêts politiques, on se met ensemble, une alliance politique. Ici aujourd'hui, c'est quadrillé par la loi. C'est différent d'une volonté de l'idée politique. C'est la loi, c'est conforme à tout le monde, c'est une loi nationale. Est-ce que cette loi refuse que ces blocs se désagrègent demain? Mais écoutez, si aujourd'hui on se marie, vous l'avez dit tout à l'heure, et que, vous savez, il y a une spécificité dans la politique béninoise. Et c'est là, je l'ai même souligné quand je suis rentré dans ce studio-là, et c'est là un des inconvénients. Chaque fois quand on observe la vie politique béninoise, c'est le camp, en tout cas, qui a le pouvoir en place, qui a le pouvoir en main, qui domine toujours. Donc ça va balancer. C'est vrai, il y a encore ce qu'on appelle le giron de cache-cache, donc de ce nom de coq à l'âne, qui va encore s'observer. Ça fait partie même des grands ensembles politiques, même pas seulement au Bénin. Et que même si les intérêts sont en jeu, je suis d'accord avec vous, vous êtes un peu stressé là, même si les intérêts sont en jeu, il faut aussi dire que ces réformes-là vont à long terme redorer un peu le blason du système démocratique béninois. Nous avons vu, nous avons fait la nation. Justement, je vous en prie, voilà. Il n'a même pas de long terme ici, c'est ce que je vous fais comprendre. Il n'a même pas de long terme ici. L'enjeu aujourd'hui, c'est les législatives. Il faut se mettre ensemble pour passer, n'est-ce pas, ce ouragan-là. Vous ne passez pas 10%. Et avoir la majorité. Vous mourrez, vous cessez d'exister. Vous attendez encore 4 ans. Vous voyez? Donc, le problème ici, c'est comment vous vous êtes mariés. La réforme devait prendre en compte cela. Est-ce qu'il faut faire une réforme à la veille des élections, n'est-ce pas, pour pouvoir faire des ensembles qui vont aux élections? Pour moi, bloc dans ce contexte-là et alliance d'hier, alliance de même chose. C'est la même chose. C'est vrai que nous avons connu le cas de l'Union fait la nation. Les élections viennent, les partis se solidifient, les élections sont terminées, et chaque parti repart chez lui. Je suis autonome. On a vu un parti dit dans ce pays, pour ne pas le citer, Restaurer l'espoir, qui a dit l'Union fait la nation m'a servi de carte d'expression. C'est terminé, je suis Restaurer l'espoir. Est-ce que finalement, ce n'est pas le même problème que ça traîne? Écoutez. Parce que là, le code qui est voté, les lois qui sont votées, ne sont pas rentrées dans le fonctionnement interne des partis, des blocs qui seront créés. Je crois que ce que nous disons ici aujourd'hui doit encore éveiller davantage les consciences politiques. Nous sommes tous d'accord qu'il y a insuffisance. Et je l'ai dit, il y a des insuffisances. Même s'il y a par exemple des prouesses, c'est parce que justement, je me suis dit que c'est des œuvres salutaires pour la démocratie. Mais insuffisance, oui, nous sommes tous d'accord. Et que ces insuffisances-là vont permettre davantage à long terme de réorganiser, de revoir le code de conduite en termes de code électoral. Et je suis d'accord avec vous.
C'est clair. Mais on ne peut quand même pas du jour au lendemain faire beau et bon. C'est faux. Nulle part au monde. Il y a des graissements dedans du début. Donc vous assumez les erreurs, les insuffisances du moment. Je n'assume pas. C'est moi qui a harmonisé les tests. Mais vous êtes quand même bon apôtre de la réforme. Mais écoutez, en tant que spécialiste, je dis oui, c'est des bonnes réformes qui, sans doute, vont permettre à notre pays, le Bénin, de redonner son blason. C'est pas parce que j'ai dit que c'est bon, que c'est beau. Non, en fait, je comprends le problème du docteur Antoine Chakra. Ah, vous voyez qu'il a un problème? Non, je comprends. Son souci, c'est le mien également, c'est celui de la plupart des Béninois. On était tous pressés, n'est-ce pas, de voir la fin de ces micro-partis, etc. etc. Sauf qu'à son niveau, puisque c'est arrivé, il accepte ça, qu'importe la manière dont c'est arrivé. Moi, je ne vais pas quitter une misère pour une misère. Je préfère rester dans mon ancienne misère, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est aussi pas raisonnable, Vigile Avancé, quand le docteur dit par exemple que oui, la réforme a été déjà consommée, donc à l'aune des insuffisances de l'expérimentation, on pourra faire des recadrages. Je suis d'accord. On n'aura pas le choix que de faire ça. Sauf que ça fait énième recommencement. On aurait pu faire économie, n'est-ce pas, de cela en partant normalement, en partant comme cela se doit, comme on a souvent fait les choses. J'ai évoqué, n'est-ce pas, ce débat sur la Constitution dans les années 90. Mais si je l'évoque, tout gamin que j'étais à l'époque, c'est d'abord parce que le débat s'est mené. Thomas Goudou et je crois que c'était Théodore Olo, à l'époque, à la télévision nationale. Voilà. Vous prenez votre chiffon. Enfin, cette constitution de 90, il disait déjà que c'est une copie à reprendre. Déjà en ce temps-là. Et chacun avait son opinion là-dessus. Quand je l'évoque, ça évoque certainement des choses dans la tête des gens. Et chacun avait... Voilà. Mais il y a une faction qui finit toujours par s'imposer. Mais forcément, il faut... On ne peut pas avoir une frange qui impose, n'est-ce pas, ses idées comme loi. Ce n'est pas possible. Ça ne construit pas. On n'est plus en démocratie. Sinon, c'est un abonnement à l'échec. Et moi, je vois l'échec qui se profile à l'horizon. De ces réformes-là rapidement. Merci donc à vous, Antoine Chakran. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, enseignant surtout donc de la sociologie politique à la FADESP. Nous sommes là à l'université d'Abomey-Calavi. Vigile Avancé, Alphonse Moïse Soudé. Merci à chacun d'entre vous. Merci également donc à vous qui êtes restés tout au long de cette émission. L'intégrale, c'est encore demain. On se retrouve.